Le vol d'hirondelles va-t-il s'arrêter en France? Voilà. Alors, quel type de réforme? Et c'est un peu le second point que je voulais aborder. Avant de parler de macroéconomie, de durée du travail, de coût du travail, de dépenses publiques, moi, ce qui me frappe en France depuis toujours, c'est, avant l'économie, ce qui frappe, c'est la psychologie. Comment se fait-il que ce pays traverse une crise morale, transporte une sorte de pessimisme collectif, qui est bien résumé par un sociologue qui s'appelle Jean Viard, qui dit « La France est simple, malheur public, bonheur privé ». Quand on interroge les Français sur « Comment va la France ?», on leur pose la question « Comment va la France ?» et ils répondent « C'est épouvantable ». Quand on leur demande « Et vous, comment vous allez dans votre vie ?» C'est pas mal. D'où vient cette contradiction? La formule est connue, mais elle n'en est pas moins exacte. Les Français ont un moral plus bas que les Afghans. Ce qui évidemment est un peu surprenant de prime abord. En tout cas pour ceux qui connaissent l'Afghanistan. Alors, quelles sont les explications? D'abord, je dirais qu'il y a une culture individuelle qui est que les Français, c'est-à-dire nous vivons depuis longtemps dans une sorte de mythe que j'appellerais le mythe du trésor caché. Il y a, pour régler un problème, quelqu'un qui a de l'argent caché quelque part. Alors cet argent, c'est l'État, c'est les riches, c'est les pauvres, c'est les étrangers, etc. Mais on a du mal à s'organiser différemment pour ne pas aller chercher dans les poches d'autrui les ressources dont nous avons besoin. Ça, c'est un point de culture individuel. Alors, si on faisait de la sociologie de bas étage, on pourrait y ajouter probablement la jalousie, qui est notamment dans la relation à l'argent en France, qui est un trait assez particulier. Si on regarde maintenant la culture collective, il y a quelque chose qui me frappe, qui est ce que j'appellerais le point d'équilibre médiatique et politique de la France. La personne que l'on regarde en France quand une réforme, quand un changement, oublions le mot valise réforme, c'est vrai, qui dit un peu tout et n'importe quoi. Quand il y a un changement en France, les politiques et un projet, les politiques et les médias en Allemagne, qui vont-ils regarder pour voir quel effet ça a? Ils vont regarder l'ouvrier de l'automobile. En France, et ça n'est pas du tout une critique, c'est juste un constat, la personne que l'on va regarder, alors c'est un point moyen, c'est plutôt l'employé territorial d'une collectivité locale. Il n'y a pas de jugement de valeur du tout. Mais le point d'équilibre politique et médiatique d'une société dit quelque chose sur les priorités qui vont être mises en cause. Et la conséquence, c'est qu'en Allemagne, depuis une quinzaine d'années, les débats ont eu lieu sur la compétitivité. En France, plutôt sur le modèle social. Les deux sont indispensables, évidemment. Il n'est pas question de dire que le modèle social n'a pas d'importance, etc. Mais la relation, le poids respectif de chacun des deux pôles est différent selon les pays. Ça, c'était pour expliquer, enfin pour insister un peu sur notre psychologie nationale. Si on regarde un petit peu les difficultés françaises, moi, avant même encore des questions économiques, je dirais ce qui me frappe, ce qui frappe beaucoup de monde, c'est la complexité et la lenteur. Alors, je vais vous donner deux exemples très frappants, avec peut-être un graphique, si vous le voulez bien, Jean-Pierre. Un exemple, alors c'est la Banque mondiale qui a demandé, qui a regardé quelque chose de très simple, combien de temps pour construire un hangar tout bête et tout simple dans différents pays. Vous voyez les choses, on ne peut pas faire plus simple que ce type de hangar. Vraiment, c'est d'une banalité navrante. C'est la Banque mondiale qui regarde ça chaque année, c'est assez récent, hein, c'est la fin de l'année 2014. Vous voyez la différence. Si c'est valable pour un hangar, vous imaginez pour beaucoup de choses. L'exemple connu, c'est la construction du TGV. Pour faire Paris-Tours, il a fallu, je crois, moins de 10 ans. Pour faire Tours-Bordeaux, on en est à 25 ans. Il a fallu, à la fin, il aura fallu l'accord de 57 collectivités territoriales, négociées avec chacune d'entre elles. Nous avons probablement collectivement dérivé vers une complexité des choses qui font que nous avons du mal à réagir. Le Grand Paris,
dont on parle beaucoup, c'est un horizon. Alors la rocade de métro qui doit faire le tour de Paris à je ne sais pas combien de kilomètres, mais une grande rocade de Paris sera achevée en 2035, je crois. Je n'ose pas vous dire en combien de temps ont été installées les 4 premières lignes de métro à Paris. Ça se compte vraiment en quelques années, alors que c'est en pleine ville. Difficulté, lenteur, complexité. Si maintenant on élargit un petit peu le propos, alors évidemment, là, ce que je vais dire maintenant va susciter des réactions et j'espère le débat. Je crois qu'une partie de nos difficultés vient du fait que nous avons choisi collectivement une bonne qualité de vie pour la majorité de la population, une meilleure qualité de vie que pour la majorité de la population, sans vraiment faire attention à une grosse minorité. Et dans un certain nombre de domaines, ça a des conséquences assez dramatiques sur l'emploi, sur la pauvreté. La qualité de vie, c'est avec des prestations financées par des dépenses publiques élevées, mais vont-elles aux personnes, ces prestations, qui en ont vraiment besoin? Probablement pas. Nous avons choisi aussi, dans l'organisation de notre travail, un temps de travail plus limité que d'autres. Il y a assez longtemps, enfin une vingtaine d'années, une grosse vingtaine d'années, il y avait Denis Oliven, qui est le patron d'Europe 1 maintenant, donc, voilà, je ne parle pas que des gens de France Inter, qui avait publié un petit ouvrage qui m'avait semblé assez éclairant pour expliquer, qui est de gauche, qui avait expliqué la préférence française pour le chômage. Tout notre système est construit pour favoriser les insiders, ceux qui sont insérés dans l'économie, et pour ne pas accepter donc les outsiders, ceux qui ont du mal à rentrer, les jeunes évidemment, et les plus âgés qui sont sortis brutalement du marché du travail. Alors si on va continuer à passer en revue, et on y reviendra évidemment dans la discussion, le troisième élément, me semble-t-il, c'est que nous avons, alors là aussi c'est un graphique que j'aime bien montrer, c'est le niveau des dépenses publiques en France. J'ai l'impression un peu que nous voyageons en première classe avec un billet de seconde. Je disais tout à l'heure qu'on avait des déficits très élevés. La France, quand on regarde le classement du Fonds monétaire international, qui classe les 189 pays par niveau de dépenses publiques, la France arrive au 7e rang. Et vous voyez les noms des États qui sont juste devant, qui sont des États quand même un peu particuliers, qui sont soit des îles minuscules dont la pêche a été nationalisée, est à 100% public, et puis il y a la France et la Finlande dans les pays les plus développés. Nous avons un niveau, on peut trouver ça bien ou pas bien, mais en tout cas il faut se mettre d'accord sur le fait que nous avons un niveau de dépenses publiques, de dépenses collectives en France qui est totalement atypique. Alors généralement quand on dit ça, la réponse c'est dire oui, mais nous finançons collectivement des dépenses qui sont prises en charge ailleurs par des systèmes privés, et donc au fond tout ça c'est à peu près la même chose. Et nous avons des dépenses militaires que les autres n'ont pas, etc. Même corrigé de tout ça, des différences statistiques, enfin de méthodologie, etc., nous avons un niveau et qui, je crois, a atteint un point qui fait que non seulement l'économie a du mal à avancer un peu plus vite et au même niveau que les autres, et j'ai peur que dans les années qui viennent, nous en tirions les conséquences, hélas, et c'est une caractéristique très, très française. Si on continue de balayer assez rapidement, nous avons évidemment un problème de compétitivité des entreprises. Alors c'est difficile en quelques mots de résumer ou de brosser. Je pourrais insister sur, ce serait avec ma casquette libérale, je pourrais facilement dire, c'est un problème de coût du travail. Oui, peut-être, c'est en train d'être corrigé pour les niveaux, le SMIC ou autres. Ce problème existe encore aujourd'hui par rapport à l'Allemagne. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le problème essentiel maintenant. Je crois que c'est la compétitivité de nos produits, d'un certain nombre de nos produits, ce qu'on appelle la compétitivité hors coût, de qualité, de niveau de gamme, sur laquelle nous avons le plus décroché depuis 15 ans. Alors pourquoi ?
Alors c'est compliqué d'avoir d'avoir une réponse certaine, mais je crois que le tissu économique, ou une partie du tissu économique, s'était habitué pendant les dizaines d'années précédentes à ce que les difficultés de compétitivité soient réglées par des dévaluations. Problème de compétitivité, un coup de dévaluation, et c'était reparti. Et c'est ce qui s'est fait pendant les décennies 70, 80, début 90. Et puis évidemment avec l'euro, les choses ont changé, et donc notre compétitivité, l'euro qui devait là aussi nous tirer vers le haut, n'a pas pour l'instant eu, en dehors d'un certain nombre de secteurs leaders, n'a pas eu cet effet-là. Et donc nous avons un couple qualité-prix qui est mal situé dans la compétition internationale aujourd'hui. Ça peut se corriger. Alors, la baisse de l'euro est un élément. Ce qui a été annoncé par le gouvernement depuis 1 an maintenant, qui compense en partie les hausses précédentes, va dans ce sens et dans le bon sens, naturellement. Mais nous avons toujours un problème, un couple qualité-prix. 5e élément, 5e difficulté, je crois, les points de réforme. Alors, je ne vais pas vous surprendre, je crois que alors il y a un autre graphique là sur... Bon, je crois que les 35 heures ont entraîné une perte de compétitivité. En tout cas, il y a une coïncidence assez troublante entre la dégradation de notre compétitivité et la réduction uniforme et générale du temps de travail. On voit bien le nombre d'heures effectives annuelles de travail des salariés à temps plein. Dans un certain nombre d'autres pays, il y a beaucoup plus de temps partiel. Globalement, l'économie allemande a un temps de travail à peu près équivalent, voire un peu plus bas que le nôtre, parce qu'il y a beaucoup de temps partiel, alors choisi ou subi depuis les réformes du début des années 2000. Mais si on regarde de près la question du temps de travail, la difficulté majeure, à mes yeux, c'est la question des cadres. Je pense que les cadres, dans un certain nombre d'entreprises, la réduction ont été les grands gagnants de ces 35 heures, bien plus que les employés, les ouvriers ou les peu qualifiés. Et je crois que la perte de compétitivité s'est retrouvée dans le secteur privé comme dans le secteur public de ce côté-là de l'économie. Ça résultait, les 35 heures, d'une vision un peu hydraulique de l'économie. Je rentre un peu de baisse du temps de travail autoritaire et ça va recréer de l'emploi. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Alors la question n'est pas de dire qu'il ne faut pas réduire le temps de travail. La question, c'était fallait-il réduire le temps de travail, mais en maintenant les salaires, puisque c'est la compétitivité directe. Les 35 heures, pourquoi pas, mais pas général, pas pour tout le monde, et pas à salaire constant. Si, évidemment, il faut mentionner, mais je crois, vu le temps qui passe, on en parlera peut-être plus dans les questions du logement. Sur les questions des réformes françaises, je crois qu'il faut mentionner aussi la difficulté du système politique. Il y a une sorte d'épuisement du système. Pour dire les choses en une phrase, on a un peu l'impression, droite, gauche, centre, milieu, haut, bas, évidemment, que la créativité, aujourd'hui, se fait plus en dehors du système politique qu'à l'intérieur. Ça n'est pas général, bien sûr. Il y a des exceptions très heureuses et très nombreuses, mais globalement, il y a quand même une difficulté de ce côté-là. Alors, est-ce que c'est parce que la culture du risque est parfois absente des formations des élites? Est-ce que c'est les modes de décision ou notre incapacité, notre difficulté à bâtir des consensus? Moi, je reste frappé sur les dernières années que la droite et la gauche n'aient pas pu trouver un accord au moment, en 2008-2009, pour aider la Grèce. C'était l'équipe Sarkozy. Ou qu'aujourd'hui, la droite ne soit pas capable, c'est mon avis, de soutenir le projet de Macron, qui, à mon avis, dans le bon sens. Incapacité sur un certain nombre de choses minimales à trouver un accord. Alors, il y a une petite exception qui date d'hier et d'avant-hier, c'est il y a eu un accord transparti sur la fin de vie, et sur les lois renseignement, qui peuvent se débattre d'ailleurs sur le plan des libertés individuelles. Voilà un peu sur les réformes. Et puis, dernier élément, dernière partie, si je puis dire, la question qui était posée, et je vais aller plus vite, c'est la question de la mondialisation. La mondialisation est-elle finie? C'est un peu la question qu'on a envie de poser aujourd'hui. On entend que on
connaît les difficultés que pose la mondialisation à un pays comme la France. J'évoquais au début, en introduction, le basculement, le grand changement que nous connaissons. Où en est-on aujourd'hui sur les questions de mondialisation? Alors d'abord, j'aimerais moi commencer par en mettant en avant les vertus de la mondialisation. Et les vertus auxquelles on connaît mais qu'on a tendance à oublier. D'abord, tout simplement, la lutte contre la pauvreté. Ça a l'air idiot, mais de ce point de vue-là, c'est plutôt un succès. La mondialisation a réduit les écarts de niveau de vie entre les pays. Le nombre de gens vivant dans la misère a été divisé par 2 en 20 ans, et il y a un graphique qui le montre, qui est assez frappant. Vous voyez le nombre de gens qui vivent, alors c'est la norme ONU, hein, c'est 1,25, mais c'est les mêmes 1,25 $ par jour, bien sûr, c'est en dollars constants, comme on dit, hein. Ça a été divisé par 2 en 20 ans. Ça, c'est un succès. C'est beaucoup en Chine, évidemment, que ce gain a été fait. Mais globalement, la mondialisation a eu cet effet-là. Et le slide suivant montre aussi que ça ne concerne pas que les très pauvres. On voit bien que les classes... la pauvreté la pauvreté au sens large, les modérément pauvres, les classes moyennes, on voit bien que ces dernières années, donc depuis 20 ans, chaque catégorie a progressé. Et pour ceux qui voient les images évidemment des grandes villes d'Afrique, d'Asie, on voit bien que les choses ont changé ces dernières années. C'est une banalité, donc je n'insiste pas. Donc ça réduit les inégalités entre les pays. Sur le plan économique, les émergents sont depuis longtemps aussi maintenant des débouchés pour notre économie. Donc ça, c'est positif. Et puis, aspect positif qu'il ne faut pas oublier, les produits importés nous ont donné énormément de pouvoir d'achat. Et donc, ont soutenu notre pouvoir d'achat depuis des années. Et en même temps, on connaît les difficultés de la mondialisation. D'abord, les difficultés toutes simples, c'est la mondialisation, je l'ai évoqué tout à l'heure, des chocs économiques. Et c'est probablement, c'est Pascal Lamy, l'ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce, qui disait « L'événement important de la crise de 2008-2009, ça n'est pas la crise, c'est la mondialisation des crises. » Lors des crises précédentes, la crise asiatique par exemple, financière asiatique en 1997, elle était restée localisée. Là, le point de départ américain s'est propagé à l'ensemble de la planète. Je me souviens d'avoir vu des chefs d'entreprise chinois qui, en 2009, en voyant sur CNN la dégringolade des banques américaines, fermaient, déplaçaient leurs comptes à toute vitesse vers d'autres pays, vers Singapour, et donc ça entraîne évidemment des mouvements très rapides. Ça veut dire qu'un accident ici quelque part, a des conséquences un peu partout. Donc il y a une instabilité globale du système. Et toute la difficulté, évidemment, c'est de trouver des stabilisateurs. L'autre point difficile de la mondialisation, c'est que les inégalités ou les écarts de niveau de vie se sont développés au sein des pays développés eux-mêmes, au sein des pays du Nord. Si on voulait résumer d'une formule, on pourrait dire avant, il y avait le Nord et le Sud. Maintenant, il y a du nord au sud et du sud au nord. Il y a des gens dont le niveau de vie s'est largement amélioré dans les pays du sud, et dans les pays du nord, il y a des gens dont la capacité d'adaptation à un monde qui a beaucoup changé, ou que le système n'a pas su aider et protéger, qui sont les victimes, entre guillemets, ou sans guillemets, de ce système. La France, de ce point de vue, alors c'est paradoxal, et je le dis avec des pincettes, parce que il faudrait discuter dans le détail, et ça ne peut pas être le ressenti qu'on peut avoir n'est pas forcément celui-là. Mais la France a été plutôt protégée de ce point de vue-là sur la question des inégalités. Alors, ça va entraîner des réactions, mais si on regarde depuis 15 ans la richesse des 10% les moins riches et des 10% les plus riches, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé depuis 15 ans. Ce qui a bougé, en revanche, c'est la richesse ou le pouvoir d'achat des 10% les moins riches et les 1% les plus riches. Ça a un sens, ce que je viens de dire, ça a un sens psychologique, politique, moral, tout ce qu'on veut. Chacun juge comme il veut, mais sur le plan économique, ça n'a pas du tout le sens que ça peut avoir
aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou dans les pays anglo-saxons d'une manière générale. Mais ça veut dire en tout cas que nos sociétés ont du mal, n'arrivent plus à faire fonctionner ce qu'on appelait autrefois le ruissellement. La théorie du ruissellement, c'est très simple, c'est quand il y a de la croissance, tout le monde en profite, la marée monte pour tout le monde, et en fait, ceux qui sont les plus en difficulté vont finir par être touchés par cette croissance et cette augmentation de richesse. Là, nous avons une difficulté, quand il y a de la croissance, tout le monde n'est plus forcément concerné. C'est une des difficultés de la mondialisation. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? J'essaie de répondre à la question quand même. J'ai envie d'être optimiste, mais de manière raisonnée. J'ai l'impression que nous avons un peu mangé notre pain noir, que les choses sont en train de changer. Alors, pourquoi ? D'abord parce que il y a un certain nombre de choses qui se remettent, un certain nombre de planètes qui se remettent à s'aligner aussi. Nous avons un commerce mondial qui progresse moins vite qu'avant la crise. Nous avons des écarts de salaire qui se réduisent, malgré tout, entre les pays développés et les grands pays émergents. Ce qui fait que l'intérêt de s'installer ou de délocaliser son activité diminue. Et nous avons un certain nombre de comportements des entreprises qui fait qu'elles ont moins intérêt. Alors, je ne crois pas du tout que la mondialisation va s'arrêter. Je ne crois pas à la démondialisation, mais en tout cas, le mouvement est en train de ralentir. On le constate, le commerce international progresse moins vite que la production mondiale maintenant. Alors, c'est la conjoncture, bon, mais c'est aussi que les deux premières puissances mondiales, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, sont moins gourmandes en produits étrangers. Parce qu'aux États-Unis, les coûts ont baissé, les coûts de production, pétrole, gaz de schiste, et aussi parce qu'en Chine, au contraire, les mêmes coûts ont augmenté de manière absolument considérable pour les 300 millions d'habitants qui sont de votre point de vue là, qui sont sur la côte. Il y a des créations de cotisations sociales sur les employeurs. Il y a en Chine des réductions du temps de travail. Alors, c'est vrai qu'il faut être prudent sur ce genre d'éléments parce qu'on a tous en tête la vision d'usines Fox, des usines de fabrication de téléphones ou autres qui vivent encore dans des conditions absolument épouvantables. Mais globalement, les choses sont en train de bouger. Ça veut dire que l'écart entre les coûts de production, entre les régions prospères de Chine et le sud des États-Unis, par exemple, est en train de se réduire. Donc l'intérêt de l'échange, il est en train de diminuer. Alors, on n'en est pas encore à la démondialisation. Un graphique peut-être encore, je crois que c'est le dernier, qui montre que le commerce mondial, le commerce international, si on le voit en base 100 en 2005, vous voyez la pente absolument stupéfiante depuis 25 ans. Le grand creux de 2009, très impressionnant, et puis c'est reparti un peu moins vite, mais la pente reste quand même, la pente est toujours là. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement de mondialisation accéléré des 20 dernières années était peut-être finalement un moment, une parenthèse dans l'histoire de l'économie mondiale. Pourquoi ? Parce que ça a été l'intégration, ça a été un temps particulier. C'était l'intégration de grands pays qui étaient restés à l'écart du système international. Donc ça, maintenant, ils sont dedans. Voilà, ça, c'est fait. Et puis, il y a eu l'essor des technologies d'information qui a boosté la mondialisation. Et là, on est dedans. Et les grandes entreprises internationales ont combiné ces deux forces pour réorganiser leur chaîne de production à l'échelle planétaire. Il y a un économiste qui résume cette réorganisation profonde en une formule qui me semble assez claire. Les technologies de l'information et de la communication ont rendu possible la mondialisation, l'écart des salaires l'a rendu profitable. Les choses vont évoluer, c'est ce que j'essayais de vous dire. C'est peut-être, d'une certaine manière, un retour de balancier, parce que l'écart des salaires s'est réduit, je l'ai dit à plusieurs reprises, et puis parce que les entreprises redécouvrent d'une certaine manière la proximité avec le client, la qualité, la limitation des délais, les coûts de transport, etc. Alors en même temps, ça veut dire que les grandes entreprises multinationales continuent naturellement de servir avec une production locale. C'est le cas par exemple de l'automobile. Production locale, les clients locaux. Les usines en Chine servent les clients en Chine.
je pousse un petit peu, je pousse un petit peu le raisonnement, mais en fait, j'avais encore un graphique, qui montre, qui tire la conséquence de tout ça. On a interrogé les grands groupes américains pour leur dire, dans les 5 prochaines années, où allez-vous installer vos nouvelles unités de production. Et ce qui est intéressant, c'est que la part du sol américain est redevenue, alors je n'ai pas mis le graphique antérieur, mais le bond est spectaculaire de la production sur le sol américain. Et la Chine a baissé. Voilà, donc c'est une enquête prédictive, enfin ce sont des prévisions, donc ça a une valeur évidemment qu'il faut prendre avec des pincettes. Je vois que j'ai légèrement dépassé mon temps de parole, donc je vais donner encore un élément qui est, nous avons évidemment une nouvelle forme de mondialisation qui est, que nous découvrons depuis 5 à 10 ans, qui est celle des entreprises qui ne transportent aucune marchandise. Google, Uber, Bookings, Airbnb, et donc qui vont probablement changer la croissance de manière assez considérable aussi, avec une grande incertitude, une grande question pour nos économies, c'est dans quelle mesure les nouvelles technologies accélèrent ou pas la croissance et quelles conséquences elles ont sur l'emploi. Ça mériterait un débat en soi. Il y a une vingtaine d'années, il y a un économiste qui avait dit les ordinateurs, on les voit partout, sauf dans les statistiques de la croissance. Au début, c'est vrai que les ordinateurs, on n'en voyait pas trop les conséquences. Mais révolution après révolution, on en est à la 3e révolution de l'informatique. Il y a d'abord eu l'ordinateur personnel qui a permis à chacun de traiter l'information, puis Internet qui a permis de se connecter. Maintenant, on arrive sur le traitement des données, du data qui va changer pas mal de choses, mais on ne sait pas encore quelles conséquences ça va avoir. On se doute que les conséquences vont être considérables. Dernier mot sur la mondialisation. Évidemment, il y a une question qui n'est pas réglée, c'est la mondialisation des questions d'environnement. Il y a une occasion encore, on espère, une chance qu'il se passe quelque chose à la fin de l'année. Il y a une conscience occidentale, pas encore universelle. Néanmoins, à Pékin, la conscience progresse en ce moment assez vite. Je ne sais pas si finalement la circulation alternée a été décidée à Paris pour demain. Je crois que la décision devait être prise cet après-midi. Ce qui serait intéressant, c'est une parenthèse, si c'est décidé à 3 jours d'une élection. Ça voudrait dire que les responsables politiques, je crois que c'est la préfecture qui décide ça, mais les responsables politiques considèrent que ça n'a pas d'incidence négative sur l'opinion, et donc considèrent que l'opinion a changé vis-à-vis de ce genre de choses. Je ferme la parenthèse. Et la mondialisation des questions financières, mais on en parlera peut-être dans les questions, est aussi un point qu'il faudrait aborder. Comme conclusion, alors évidemment c'est un balayage très, très large, hein, je m'en excuse. La conclusion, je voudrais la dire en un mot sur l'Europe. Quelles sont les chances de l'Europe demain ? C'est vrai qu'il y a un profond pessimisme sur l'Europe aujourd'hui. J'ai quand même envie de rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, personne ne donnait cher de la peau de l'Europe. Quand on regarde la presse de l'époque, j'avais regardé ça il y a quelques années, ça a été accueilli dans d'abord l'indifférence et après le scepticisme. Personne ne pensait que l'Europe se redressait, et ça a été, dans les 30 années suivantes, un succès assez considérable. Et l'Europe est restée une puissance économique considérable, donc c'est possible. Voilà. Deuxième point de conclusion, c'est que si la question pour l'Europe, alors, est la suivante, c'est la génération de nos parents, enfin de mes parents, c'était l'Europe, c'était la paix. Ma génération, l'ambition de l'Europe, c'était la liberté de circulation, la liberté des étudiants, et c'était l'euro. J'avoue que je ne sais pas aujourd'hui, pour mes enfants, donc ils sont étudiants, quelle ambition pour l'Europe ils peuvent avoir. Et j'ai peur de ne pas sentir d'ambition chez eux. Étudiants, ça leur indiffère totalement d'étudier, ou de faire des stages, de faire des bouts d'études à Singapour, Helsinki, Madrid. Et donc ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire la conscience européenne ou l'ambition d'une génération, je ne la vois pas encore. Et ça reste pour moi une ambition. Et puis le dernier mot de conclusion, c'est en 3 mots, oublions peut-être ensemble un travers journalistique qui est le cynisme.
rien ne sert à rien, on n'y arrivera pas, etc. Je pense que il y a un travers français, je parlais du pessimisme tout à l'heure, il y a un travers médiatique qui est le cynisme et le pessimisme permanent. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des forces souterraines dans le pays qui ont envie que les choses changent et il y a un dynamisme qui ne demande qu'à émerger. Et donc je crois que j'espère ceci, et pour tout cela, je vous remercie.